Ça prend un petit peu de temps, hein, je ne suis pas la plus rapide. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est le cours de L2, ça vous intéresse peut-être pas. Ce sera l'année prochaine, ça. Hop. Chapitre 3. Voilà. Alors, est-ce que ça va? Ou est-ce que vous avez des questions sur ce que nous avons fait la dernière fois? Non, c'est bon? Non. OK. Bon, ben parfait. Écoutez, c'est que c'était super clair. Merci. Je suis contente. Alors, ben, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On va quand même se remettre dans le bain, histoire de, on ne sait jamais. Donc, je vous rappelle, chapitre 3, notre objectif, c'est quoi? C'est de trouver, de calculer en fait la fonction d'offre individuelle d'une firme. En gros, chapitre 2, on a trouvé comment calculer la fonction de coût total. Ce que nous avons vu ensuite, c'est, étant donné cette fonction de coût, comment la firme choisissait la quantité qu'elle allait produire. Et puis, ce qu'on a fait la dernière fois, carrément, c'est qu'on a essayé de construire une fonction qui nous permettait de savoir pour chaque niveau de prix du marché quelle serait la quantité offerte par la firme. C'est ce qu'on a appelé la fonction d'offre individuelle. Merci Victor pour avoir mis ma photo. J'ai une classe énorme dessus en plus. Voilà, je me vois moi-même, c'est super. J'apprécie beaucoup le geste. Vous pourrez l'encadrer et tout ça. Voilà. Ça fera des jaloux, hein, ça je peux vous dire. Elle valait cher ces photos. Alors, hop, désolée, je vais juste vous décaler. Je ferai pareil, hein, je mettrai ces superbes photos. Hop. Alors, donc, ce que je vous disais, c'est qu'on avait trouvé, donc on avait appris surtout à construire la fonction d'offre individuelle. Il fallait faire attention parce qu'à long terme et à court terme, il y avait un facteur qui entre en compte et qui n'était pas le même, c'est seuil de rentabilité, c'est seuil de fermeture, c'est-à-dire qu'en fait, une firme n'a peut-être pas toujours intérêt à produire. À court terme, ce qui compte, c'est que le prix du marché soit supérieur au seuil de fermeture. À long terme, ce qui compte, c'est que le prix du marché soit supérieur au seuil de rentabilité. Et puis, on avait vu la semaine dernière qu'en fait, donc là, on avait résolu le problème en 2 étapes. Première étape, on détermine la fonction de coût total. Deuxième étape, donc ce qui nous donnait les demandes conditionnelles de facteurs. Deuxième étape, on trouve la quantité produite, le niveau de production Q. Et grâce à ça, en remplaçant le niveau de production Q dans les demandes conditionnelles, on trouvait la quantité optimale de facteurs. Et on a vu la semaine dernière qu'il y avait une façon plus directe de résoudre exactement le même problème. Attention à vos yeux, ça défile. Là, c'est l'instant, j'ai le mal de mer. Mais ça va passer dans quelques instants, on s'y habitue très vite. Enfin, moi, je m'habitue toujours pas, on dirait. Ben, c'était loin, dites-moi. On avait tellement avancé que ça. Pas avancé que ça. Excusez-moi, j'aurais pu le faire avant, mais je croyais que... On y arrive, où c'est là? Ça y est, on est bon. Excusez-moi pour ce mal de mer. Hop, alors, hop, voilà. Je cherche un slide précis. Donc, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'en fait, hop, il y avait une autre façon de trouver en fait la quantité optimale à l'équilibre. Alors, juste, je vais plutôt prendre celui-là, parce que je sais que j'ai fait un joli slide de résumé. Hop, désolé. Voilà. Alors, regardez. Donc, nous, ce qu'on avait fait jusqu'en maintenant, ce qu'on avait appris à faire, c'était celle-là, ce qu'on appelait le problème dual. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on fait? Je calcule la fonction de coût total. OK. Donc, ici, je calcule la fonction de coût total, celle-là. Hop. Et une fois que j'ai la fonction de coût total, je maximise mon profit, qui est égal à pi P fois Q moins le coût total de long terme, si je suis à long terme. Apparemment, j'ai mis coût total de long terme, de Q. Et à partir de ça, j'obtiens la quantité Q étoile. Et pour obtenir les quantités optimales de facteurs, je remplace Q par Q étoile dans chacune des demandes conditionnelles et j'obtiens les quantités optimales de facteurs. Résoudre les choses comme cela, on appelle ça problème dual parce qu'on résout en 2 étapes. Okay, et c'est le problème dual de quoi? De ce programme-là, c'est une autre méthode pour trouver les quantités optimales de facteurs K et L et la quantité optimale que produira la firme. C'est juste une autre façon de faire. Alors, dans ce cas-là, comment on fait? Eh bien, on l'a vu, on maximise directement le profit par rapport aux quantités de facteurs K et L. Donc, le but ici, ce n'est plus d'exprimer le profit en fonction de la quantité produite, puisqu'ici, dans le problème dual, on maximisait le profit par rapport à Q. Ici, on veut le maximiser par rapport à K et à L. Donc, le profit, on va l'exprimer forcément par rapport à K et à L. Donc, ici, nos firmes, elles veulent choisir la quantité de facteurs K et la quantité de facteurs L qui maximisent le profit. Mais qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier? Bien évidemment,
sous la contrainte, bien sûr, technologique. Je ne peux pas produire, je ne peux pas combiner K et L de n'importe quelle façon. Donc, en fait, on va intégrer cette contrainte dans la fonction de production. On va remplacer Q par ça, par cette valeur-là, par grand F de KL. On n'obtiendra plus que, le profit ne dépendra plus que de K et de L. On va écrire nos CPO. On en aura deux. Qu'est-ce qu'elle nous disait, les CPO? On allait choisir une quantité de facteurs qui allait égaliser quoi à quoi? Remember? Productivité marginale du travail égale Oui. WL sur P et PMK égale WK sur P. Exactement. En fait, les quantités optimales de facteurs, elles sont choisies de façon à égaliser la productivité marginale du facteur au coût réel de ce facteur. Okay, donc, c'est-à-dire le prix du facteur divisé par le prix du marché. Donc, à partir de cela, on obtenait ce qu'on appelait non pas les demandes conditionnelles, mais les demandes de facteurs. Voyez bien la différence. Quand on minimise le coût, on obtient les demandes conditionnelles. Quand on maximise le profit par rapport à K et à L, on obtient les demandes de facteurs. C'est quoi la différence? La différence entre les demandes et les demandes conditionnelles, c'est que les demandes, elles dépendent du prix, alors que les demandes conditionnelles, elles dépendent de la quantité produite. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, si on regarde notre programme de maximisation du profit, comme on l'avait fait la dernière fois, on obtient les demandes de facteurs. Une fois qu'on a obtenu les demandes de facteurs, on obtient la quantité optimale en remplaçant tout simplement dans la fonction de production K et L par les valeurs qu'on a trouvées ici, par les demandes de facteurs. Ce qui nous permet d'obtenir la quantité optimale. Et une fois qu'on a la quantité optimale, on peut en déduire les quantités optimales de facteurs K et L. Okay. Donc, c'est exactement la même façon, enfin, c'est exactement normalement les mêmes résultats que vous allez trouver. Et c'est ce que je devais vous montrer aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas fini. Donc, en gros, ça, c'est ce qu'on avait vu, et puis on va se réexercer aujourd'hui ensemble. Alors, ce qu'on a fait la dernière fois, c'était ce gros gloubi-boulga de calcul. Vous vous rappelez ou pas? Il me semble qu'on avait fait uniquement ça, le slide numéro 54, et qu'on n'avait pas fait le slide numéro, le problème dual, on ne l'avait pas fait, il me semble. Si? Non, je ne crois pas. On ne l'avait pas fait. Ok, alors je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok. C'est moi qui me le suis mis toute seule alors. Allez, ben on va le faire alors. On n'avait pas fait ce slide-là du coup. Le slide 55. Bon, ben parfait, on va le faire. Alors, juste, on va se remettre un petit peu dans le bain parce que c'était loin la semaine dernière, on est d'accord. Et quand c'est loin, il faut se remettre dans le bain. Ça rime. Hein. Alors, donc, je vous rappelle que nous avions une fonction de production Q égale grand K à la puissance 1 quart, grand L à la puissance 1 quart. Okay, donc, ça, c'est notre fonction de production. Pour simplifier le truc, là, l'exposé, alors, ça a ses avantages et ses inconvénients de simplifier. L'inconvénient, c'est que vous ne voyez pas que les demandes dépendent de P et que les demandes conditionnelles dépendent de Q. Mais bon, les calculs sont vraiment simplifiés. Et de toute façon, on vous a mis le cas général après pour que vous puissiez bien voir que c'est le cas. Alors ici, on se place à long terme. Donc long terme, donc là, ça fait titre dans votre cerveau, long terme, tous les facteurs sont flexibles. Ici, on n'en a que deux, donc K et L sont flexibles. On avait supposé par ailleurs que les prix des facteurs étaient égaux entre eux et égaux à 1. Et on a un prix du marché qui est égal à 16. D'accord? Donc, juste pour reprendre les choses tranquillement, ploum, ploum, là, je mets du fioul partout là. On avait vu donc comment résoudre ce programme de maximisation. Donc, on avait fait ce qu'on appelle la maximisation directe du profit. Donc, quand on passe par la maximisation directe du profit, est-ce qu'on calcule les demandes ou les demandes conditionnelles? Les demandes? On calcule effectivement les demandes, pas les demandes conditionnelles. Donc ici, on avait maximisé le profit par rapport à K et à L. Donc au départ, on écrit sous la contrainte que Q est égal à K à la puissance 1 quart grand L 1 quart. Puis on remplace Q, ici, par sa valeur qui est là. Donc du coup, le programme d'optimisation s'écrit comme P fois K à la puissance 1 quart grand L à la puissance 1 quart moins K moins L. Alors, on avait fait les CPO. Des CPO, on en a deux, puisqu'on a deux variables à trouver. On avait écrit nos deux CPO et on avait obtenu celle-ci en dérivant par rapport à L, celle-ci en dérivant par rapport à K. Okay. Après cela, j'avais résolu. Donc là, vous obtenez un système de deux équations à deux inconnus que vous pouvez résoudre comme vous voulez.
D'accord? Vous résolvez, c'est un système de 2 équations à 2 inconnues classiques que vous résolvez comme vous voulez. Moi, je me rappelle, pour simplifier, parce que je trouve que c'est rapide, j'avais juste divisé la ligne 1 par la ligne 2 parce que je trouvais ça rapide. Ça partait. Et à la fin, il me restait juste que grand L était égal à grand K. D'accord? Donc, après ça, je pouvais, en remplaçant grand L par grand K dans une des deux CPO, obtenir directement que K était égal à 16. Donc, du coup, comme grand L était égal à K, eh bien, K aussi était égal à, grand L était égal à 16 aussi. Donc, en fait, ici, les demandes de facteurs, c'était K égale 16 et LD égale 16, qui sont aussi les quantités optimales de facteurs. Et à l'arrivée, combien je vais pouvoir produire au maximum avec 16 capitales et 16 de travail, eh bien, je remplace tout ça dans la fonction de production. Voilà, bon, ça, normalement, c'était à vous de le relire, mais je vous ai refait un petit peu le topo. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est que ça, c'était le programme de maximisation directe. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que en résolvant le programme dual, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, on va retrouver exactement la même chose. Okay? Donc, allons-y. Résolvons le programme dual. Alors, c'est quoi résoudre le programme dual? Ben, c'est tout simplement, dans un premier temps, qu'est-ce que je fais? Je calcule la fonction de coût total de long terme. Donc, ça, c'est la méthode qu'on a vue au chapitre. Ça, je vous l'avais dit, hein, puisque c'était écrit au chapitre 3, au chapitre 2, excusez-moi. Chapitre 2, oui, c'est ça. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous maximisez le profit par rapport à Q. Et ça, c'est le chapitre 3. Et vous allez obtenir la même chose. Allez, c'est parti, on le fait vite et après, on attaquera la suite. Dans le programme dual, je ne l'avais pas fait, on est d'accord, hein? Je n'ai pas envie de refaire. Non, je crois pas. Non, madame, non. D'accord, merci. Voilà, parce que sinon, on perd du temps pour la suite et c'est dommage. Alors, je veux vous montrer qu'en résolvant ce programme, en calculant d'abord la fonction de coût total, puis en maximisant le profit par rapport à la quantité produite, j'obtiens exactement le même résultat qu'en maximisant directement le profit. OK? Donc ici, qu'en faisant comme ça, vous allez obtenir exactement les mêmes résultats dans les deux cas. Alors, c'est parti. On y va. Donc ici, je le fais avec vous. Donc, la firme, elle veut faire quoi? Donc, étape 1, donc petit 1, calcul de la fonction de coût total. Fonction de coût total. De long terme, bien sûr, puisqu'on est à long terme ici. D'accord? Alors, calcul de la fonction de coût total, j'écris toujours aussi mal, ce sera comme ça jusqu'à la fin de l'année, bien évidemment. Alors, je minimise quoi? Je sais que je veux minimiser le coût total. Le coût total, ça n'a pas changé. Ça, c'est ce que vous aviez à travailler hein, pour le DS. C'est WL fois L plus WK fois K. Je minimise par rapport à K et à L. Et puis après, qu'est-ce qu'il me faut encore? Je regarde comment on l'a écrit, que j'écrive pareil. Sous la contrainte que, ben là aussi, je suis contrainte par ma technologie de production. Donc ici, F de KL, c'est grand L ou grand K, bon, peu importe. Grand K à la puissance 5 quart, grand L à la puissance 5 quart. Et puis, il faut aussi que je m'assure que K est positif ou nul et grand L positif ou nul. Bon, tout ça, vous le vérifierez ex post. OK? Alors, il y a plusieurs façons de le faire, de résoudre ce programme-là. Soit vous faites par substitution, soit vous faites comment? Avec le taux marginal. Exactement. Soit vous dites que la combinaison optimale de facteurs, elle est telle que TMST égale rapport des prix. Donc, moi, je vais plutôt utiliser celle-là parce qu'elle est plus rapide. Donc, ici, je dis que la quantité de grand L et de grand K qui minimise le coût est telle que quoi? Donc, tout est écrit ici. Donc, on va le faire. Alors, grand L et K qui minimisent, je vais essayer d'écrire mieux, qui minimisent grand C, on va dire, sont tels que, STC sont, eh bien, ils sont tels que quoi? Ils sont tels que, alors, j'ai pris lequel TMST? KL. Ils sont tels que TMST, par exemple, de KL égale quoi? WK sur WL. J'aurais pu aussi écrire TMST LK égale WL sur WK. Alors, le TMST de LK, c'est quoi? Eh bien, c'est PMK sur PML. Et ça, c'est égal à WK sur WL. Alors, PMK, on va le faire directement. C'est quoi? C'est 1/4 de grand K. Je vais un peu vite parce que ça, ce sont que des calculs. Hein.
de grand K à la puissance moins 3 quarts, grand L à la puissance 1 quart, divisé par 1 quart, de grand K à la puissance 1 quart, grand L moins 3 quarts. Okay, j'ai juste calculé PMK. Donc, PMK, j'ai dérivé. PMK, il est là. J'ai dérivé ça par rapport à K. Donc, ça fait 1 quart de K à la puissance 1 quart moins 1. Donc, ça fait moins 3 quarts. Grand L 1 quart divisé par 1 quart de K, 1 quart, grand L moins 3 quarts. Donc, ça, c'est juste du calcul. Hein. Je vous mets les détails. Je vous laisse après le faire chez vous tranquillement. Donc, ce qui compte, c'est que vous compreniez ici la méthode. Okay, donc là, parce que si je vais trop vite pour les calculs, là, ça va faire grand L 1 quart, grand L moins 3 quarts. Lui, là, je le fais monter. Donc, son signe change. Donc, ça va faire grand L 1 quart fois grand L le 3 quarts, ce qui fait grand L, divisé par grand K égale WK sur WL. Et ça, c'est égal à quoi? À 1. Parce que WK sur WL, WK égale 1 et WL égale 1. Vous me dites hein, si je vais trop vite. Et du coup, ça équivaut à ce que grand L égale K. Ah, on retrouve la même chose que ce qu'on avait trouvé. Vous vous rappelez, on avait aussi trouvé grand L égale K. Ben voilà. Que WL sur WK, ça fait 1. C'est parce que W... Enfin, pourquoi? Parce qu'en fait, on a posé dans notre énoncé que... Ok, c'est dans l'énoncé. C'est dans l'énoncé. Hein. Ok. C'est dans l'énoncé. En fait, je résous la même chose que tout à l'heure, que la semaine dernière, sauf qu'ici, je résous par le programme dual. Donc, on garde les mêmes hypothèses, à savoir WK égale WL égale 1. Et il me semble qu'on avait un prix du marché qui était égal à 16. Et une fonction de production, Q égale grand K à la puissance 1 quart, grand L à la puissance 1 quart. Donc, en fait, l'énoncé est exactement le même. L'idée étant de vous montrer qu'on va retrouver exactement la même chose. D'accord ? Donc, on retrouve grand K égale L. Et une fois qu'on a ça, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est écrit. Hein. Donc là, vous venez de trouver grand L égale K. Donc, du coup, les demandes conditionnelles de facteurs, comment vous faites? Ben, vous avez grand L égale K. Or, vous savez quoi? Or, on sait que vous devez exprimer grand L et K en fonction de Q. Donc, dans quelle fonction il y a Q, K et L? Dites-moi. Fonction de production. Exactement. Donc, on sait que Q, c'est égal à K à la puissance 1 quart, grand L à la puissance 1 quart. Donc, c'est égal du coup à grand K à la puissance 1 quart fois grand K à la puissance 1 quart, par exemple. J'ai remplacé grand L par K. Du coup, ça veut dire que Q est égal à grand K à la puissance 1 demi. Donc, ça veut dire que K, ça vaut combien? K étoile, ce sera ma demande conditionnelle. Ce sera égal à Q carré. Q au carré. Et c'est aussi grand L étoile. OK? Ça va? Donc ça, vous voyez bien que ça dépend de Q. Hein? Donc ça, ce sont mes demandes conditionnelles de facteurs. En fait, Bastien, il voit comme mon père, mais c'est parce que je sais qu'il lui envoie des messages pour lui demander. En fait, Bastien, il voit comme mon père, mais c'est parce que je sais qu'il lui envoie des messages pour lui demander. Ton micro, il est Franchement, moi, je vois pas la Juve. le micro. Vraiment jouer la revue. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Désolé. Ah non, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, c'est peut-être un téléfilm. Voilà. Donc, c'est pas grave. Mais ça arrive à tout le monde. Moi, je sais pas, ce sont des petits moments de vie. Ça me fait délirer, moi, ça. Donc, je suis pas choquée. Tout va bien. Alors, demande conditionnelle de facteurs. Des facteurs L et K. D'accord? Vous voyez bien que vous obtenez quelque chose qui dépend de la quantité produite. Ce sont vos fameuses demandes de facteurs. Alors, une fois que vous avez ça, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous obtenez la fonction de coût total. Alors, ça veut dire que la fonction de coût total de long terme, qui est égale à WK fois K plus WL fois L étoile, ça vaut 1 fois Q au carré plus 1 fois Q au carré, ce qui fait 2 fois Q au carré. Donc, ça veut dire que, première étape résolue, vous venez d'obtenir la fonction de coût total. OK? J'espère que c'est bien ce qu'on a au-dessus.
Hop. Voilà pour la fonction de coût total de long terme. OK? Donc, normalement, c'est ce qui est écrit au-dessus, hein, ici. Vous avez tout qui Oui, est oui. là. Hein, voilà, mais je vous le dis, au cas où. Sauf que je le refais avec vous parce que c'est toujours bien de faire les choses avec vous, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Une fois qu'on a la fonction de coût total, étape numéro 2, détermination de la quantité optimale. D'accord? Celle qui maximise le profit, étant donné la fonction de coût total que j'ai trouvée juste avant. Okay? Donc ici, la firme, elle fait quoi? Elle maximise son profit par rapport à Q, qui est égal à P fois Q, moins quoi? Moins la fonction de coût total de long terme qu'on a trouvée juste avant. OK, c'est elle. Donc ça, c'est égal à quoi? C'est P fois Q, moins quoi? Moins 2Q au carré. Vous voyez, j'ai trouvé moi-même la fonction de coût total. Je pourrais vous la donner, mais là, je vous demandais de la calculer. Donc là, vous faites votre CPO. Votre CPO vous dit que la dérivée de pi de Q par rapport à Q doit être égale à 0. Alors ça équivaut à ce que P moins 4Q égale 0, ce qui équivaut à ce que Q égale P sur 4. Mais P, ça vaut combien? Ça vaut 16. Donc, ça veut dire que Q étoile, ça vaut combien? 4. 4. Est-ce qu'on trouve pareil? Normalement, j'espère. On avait trouvé 4 aussi hein, avec le programme de maximisation directe du profit. Okay. Vous pouvez vérifier si vous voulez pour voir si la firme a intérêt à produire. Vous pouvez calculer pi de Q étoile, c'est-à-dire combien gagne la firme. Parce qu'ici, normalement, vous devez vérifier que le profit de la firme est bien positif. Hein. Donc, pi de Q étoile égale pi de 4. C'est une façon de voir ici les choses. Donc, pi de Q étoile égale pi de 4 égale combien? Comment est-ce qu'on fait pour calculer le profit? C'est une petite révision, ça. P fois Q moins Donc, le ça coût fait, total. voilà, donc ça fait 16 fois 4 moins 2 fois 4 au carré, ce qui fait 32. Puisque ça va faire 16 fois 4 moins 2, 16 fois 2, ce qui fait 2 fois 16, ce qui fait 32. Ce qui est bien strictement supérieur à pi de 0, qui est égal à 0. Donc, la firme a intérêt à produire. Okay. C'est une petite parenthèse, ça. Voilà. Pour vérifier qu'à la quantité optimale, ou sinon, il vous faudrait calculer le seuil de rentabilité et voir qu'il est plus petit que 16. Et comme le prix est égal à 16, elle aura intérêt à produire. Bon. Ça, c'était une petite remarque. Donc, ici, on a trouvé Q étoile égale 4. Comment est-ce que vous faites pour obtenir L étoile et K étoile? Comment vous faites? C'est facile, regardez. Vous avez grand L étoile de Q qui est égal à quoi? Qui est égal à Q au carré. Donc, ça veut dire que la quantité optimale, quand je veux produire 4 unités, c'est combien? 16. 4 au carré, c'est-à-dire 16. Et de la même façon, grand K étoile, vous remplacez en fait Q par Q étoile dans les demandes conditionnelles. OK? Hop, K étoile de 4, ce qui fait 16 aussi. Et vous retrouvez bien quoi? Regardez comme c'est beau. Hop là, au final. Oups, pardon. C'est l'enthousiasme de la beauté, ça. Au final, on obtient quoi? On obtient que Q étoile est égal à 4, K étoile égale L étoile égale 16 sont les quantités de facteurs optimales. Et voilà. Je mets un peu du flou partout tout moche, mais c'est l'idée. Et qu'est-ce qu'on avait trouvé avec le programme de maximisation directe? On avait trouvé ça aussi, c'est beau, hein? Bon, c'est une autre façon de faire la même chose, en fait. Vous pouvez être sûr que ce genre de truc, vous allez en avoir au DS. Au moins un programme de maximisation directe. Au DS2, qui a lieu déjà dans bientôt. C'est le 27. Voilà. Donc, on retrouve la même chose qu'avec Le jour le du programme de samedi, quand on va maximisation faire directe. une des deux méthodes.
disons que dans l'énoncé, on vous imposera la méthode. Hein. Ah, Oui, on vous dira avec le programme de maximisation directe, ou on pourra vous dire question 1, calculer la fonction de coût total. Question 2, calculer la quantité optimale. Question 3, vérifier qu'avec le programme de maximisation directe, on retrouve bien les choses qu'on avait trouvées aux questions 1 et 2. et ça, c'est programme de maximisation directe. Oui. Non, là, celui qu'on vient de faire, non, ça, celui qu'on vient de faire, c'est le problème dual. Ah, et le problème de maximisation directe, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Exactement. Vous maximisez directement le profit. Alors que là, vous devez d'abord calculer le coût total, puis maximiser le profit. Donc, en fait, dual, pensez à deux programmes. Minimisation du coût, maximisation du profit. Alors que le programme de maximisation directe, vous n'avez qu'un seul programme. Voilà, c'est une façon de vous en rappeler. D'accord ? Alors, ça, c'était pour vous montrer l'équivalence. Alors, pour aller plus loin, je vous conseille fortement d'aller plus loin. Hein. C'est le cas général, en fait. C'est la même chose, sauf qu'ici, on ne vous donne pas de valeur pour P, pour WK et WL. Vous les traînez jusqu'à la fin et ça fait des trucs horribles. Mais bon, vous voyez au moins à l'arrivée que, regardez, ici, donc par contre, on garde la même fonction de production. C'est juste qu'on ne donne pas de valeur à WK et WL. Et vous voyez qu'à l'arrivée, donc ici, on a d'abord écrit le programme de maximisation directe du profit. Donc ici, c'est maximisation directe du profit. Maximisation directe du profit. OK. Voilà. Donc, quand on fait la maximisation directe du profit, ce qu'on calcule, ce sont les demandes de facteurs. Okay. Et vous voyez bien que ces demandes de facteurs, comme je vous le disais, elles dépendent du prix. Okay. Et des prix des facteurs, du prix du bien et du prix des facteurs. Okay. Et une fois que vous avez les demandes conditionnelles, vous en déduisez la quantité optimale. Et ici, vu qu'on n'a pas donné de valeur pour P, vous obtiendrez l'offre individuelle en fonction de P. Vous pourriez aussi le résoudre avec le problème dual. Donc, première étape, vous minimisez la fonction de coût total et cette fois-ci, au lieu d'obtenir les fonctions de demande, vous obtenez les demandes conditionnelles. Et vous le savez, ici, au lieu d'obtenir en fonction de P, vous obtenez les demandes conditionnelles qui sont en fonction de Q. Donc, en gros, si je vous dis calculer, parce que je peux faire ça, je ne vous dis rien et je vous dis calculer les demandes conditionnelles. Demande conditionnelle, vous minimisez le coût total. Si je vous dis dans l'énoncé calculer les fonctions de demande de facteurs, vous faites quoi? Vous faites quoi? Maximisation directe. Exactement, maximisation directe. Donc, je peux ne pas vous dire ce qu'il faut faire. Je peux vous dire calculer les demandes conditionnelles. Donc, vous savez que demande conditionnelle, c'est le résultat du programme de minimisation de coûts. Alors que si je vous dis calculer les demandes de facteurs, c'est le résultat de la maximisation directe du profit. Faites très attention à ça. D'accord? Vous ne vous trompez pas. Donc, deuxième façon de faire. Oui? On peut quand même trouver les demandes de facteurs si une fois qu'on a trouvé la quantité optimale, on remplace après dans le dual. Ok. Absolument, vous pouvez. Vous pouvez le faire, mais bon, après, ce n'est pas la façon dont on l'a fait, mais si vous le faites comme ça, c'est que vous avez compris le truc. Vous avez compris le lien entre les deux. OK. En fait, ce que disait Paul, c'est qu'on pouvait aussi, avec la maximisation directe du profit, trouver les demandes conditionnelles, mais c'est un peu plus... Il faut faire une petite étape de plus. Donc, moi, je vous conseille de faire comme je vous ai dit. Après, faites comme vous voulez. Hein. Si vous êtes à l'aise, à vous de voir. Tant que c'est juste et correct. Tant que c'est correct, je veux dire. Alors, donc ici, pouf, 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 pardon. Oui? Est-ce que pour la maximisation directe, il faut prouver il faut démontrer WK sur P, ou est-ce qu'on peut l'admettre comme vrai directement? Non, vous pouvez le dire directement. Enfin, je veux dire. La CPO. Vous écrivez quand même. Non, par contre, vous écrivez le programme de maximisation et vous écrivez la CPO. Vous dites dérivée de pi par rapport à L égale 0, ça équivaut à ce que PML égale WL sur P. Vous voyez? Voilà. Mais vous écrivez le programme d'optimisation parce qu'en fait, il y a des points pour les programmes. OK. OK, donc vous ne m'écrivez pas directement prix égale coût marginal ou PML égale WL sur P. Parce qu'en fait, nous, il y a une chose en train de prendre par cœur et voir d'où ça vient. Et en fait, c'est important pour nous que vous écriviez le programme d'optimisation. Donc, écrivez le programme, sinon vous allez perdre des points.
Voilà. Donc, pour ce problème dual, donc vous calculez dans un premier temps la fonction de coût total et ensuite vous maximisez le profit comme on l'a fait pour obtenir la quantité optimale. Bon, je vous laisse regarder tout ça de près. C'est juste la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf qu'on ne donne pas de valeur ni à P, ni à WK, ni à WL. C'est le cas général. Alors, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, nous l'avons fait en raisonnant à long terme, c'est-à-dire qu'on a supposé que tous les facteurs étaient flexibles. Ici, on va maintenant se placer à court terme. Donc, résolution analytique du programme de la firme à court terme. Donc, on voudrait montrer qu'à court terme, c'est la même chose. Qu'on peut soit résoudre le programme de maximisation directe de la firme, soit résoudre le programme dual, c'est-à-dire première étape, je calcule la fonction de coût total de court terme, deuxième étape, je maximise le profit. Alors ici, clairement, on n'a pas le temps. Donc, ce qu'on va faire, si je vous ai fait quand même un exemple, bizarre. Ah oui, pour un, mais pas pour l'autre. Donc, je vais juste vous faire l'exemple de maximisation du profit à court terme. Et après, je vous laisserai vérifier tout seul que pour le dual, vous obtenez la même chose. Alors, programme de maximisation de la firme à court terme, comment on fait? Ben, c'est exactement la même chose. La différence, c'est qu'on va rajouter une contrainte, à savoir ici. Donc, le programme de maximisation s'écrit comme à long terme. Max de pi de KL qui est égal à la recette totale, c'est-à-dire P fois Q moins WK fois K moins WL fois L. Bien sûr, on a encore la contrainte, décidément, je ne veux pas changer de stylo, on a encore la contrainte technologique qui est ici, sous la contrainte que Q est égal à F de KL. On a encore la contrainte que F doit être positif ou nul, on veut aussi produire une quantité positive ou nulle, mais la contrainte qui est spécifique au court terme, c'est quoi? C'est quoi? C'est qu'on voilà, c'est qu'on impose, en fait, K est fixé. K ne peut pas varier, donc K est égal à K bar. Okay, donc, en fait, ici, est-ce que K, on va pouvoir le choisir? Non. K est imposé par K bar. D'accord? K est égal à K bar. Puisqu'on est à court terme, le capital n'est pas flexible, donc on ne pourra pas le choisir. La seule chose qu'on va pouvoir choisir, c'est la quantité de travail. Ainsi, le programme de maximisation se réduit juste à maximiser le profit uniquement par rapport à L, qui est la seule variable qu'on peut choisir. Et hop, en remplaçant ici, hop, voilà, K par K bar, directement dans votre fonction de profit, et en intégrant aussi, bien évidemment, votre fonction, attention, c'est du rose qui claque, ici. On remplace Q par F de KL, qui en fait devient F de K bar L, puisque K est égal à K bar. Blablabla. Donc ici, vous remplacez tous les K par des K bar, vous intégrez la fonction de production et vous ne maximisez plus que par rapport à L, puisque K c'est fixé, je ne peux pas le choisir, je suis à court terme. Je ne peux choisir que la fonction, la quantité de travail que je vais utiliser. Donc ici, la fonction de profit se réduit à exprimer, donc ça fait P grand F de L, puisque K étant fixé, K est un chiffre, ça ne dépend plus que de L, ma fonction de production, moins WL fois L, moins WK fois K bar. Ça va? C'est pas très compliqué quand vous allez voir, on va faire une application numérique, c'est très facile. Alors, ça donne quoi? Au niveau de la CPO, eh bien, je dois dériver le profit. Ma CPO, elle est là. Je dois dériver le profit par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à L. Il n'y a pas 10 000 choix. Hein. Et j'ai combien de CPO cette fois-ci? Est-ce que j'en ai deux? On n'a qu'une. Exactement, je n'ai qu'une seule CPO ici, puisque je n'ai plus qu'une seule variable à trouver, grand L, bien évidemment. Donc, je dérive par rapport à grand L. Et ça donne quoi de dériver cette expression qui est ici par rapport à grand L? Eh bien, ça donne quoi? Si je l'écris, ça fait, alors, dérivé de pi par rapport à grand L. C'est écrit au-dessus, mais bon, on va l'écrire ensemble si vous voulez. Donc, je dois d'abord dériver P fois F de L par rapport à grand L. Donc, P, c'est constant, donc ça fait P fois la dérivée de F de L par rapport à L. WK fois K, c'est constant, donc ça va faire 0, et il me restera moins WL. Et ça doit être égal à 0. C'est exactement ce qui est écrit ici. Hein. Et là, vous reconnaissez notre grande amie, la productivité marginale du travail, et vous obtenez que P fois PML
doit être égal à WL. Et sans surprise, vous retrouvez que la firme, même à court terme, va choisir une quantité de facteurs de façon à égaliser la productivité marginale au coût de l'unité de travail. Donc, ça veut dire que sur la dernière unité de travail qu'on utilise, ce que me rapporte le dernier travailleur embauché est exactement égal à ce qu'il me coûte. Voilà ce que ça veut dire. Donc, il n'y a rien de compliqué, c'est exactement la même méthode, sauf qu'au lieu de trouver une quantité de facteurs, j'en choisis de trouver les deux, pardon, j'en ai qu'une, puisque l'autre est fixé. Donc, c'est encore plus facile, j'ai envie de vous dire. Alors, pour que vous me croyiez bien que c'est facile et que je ne vous raconte pas de bêtises ou que je ne vous vends pas du rêve inutilement, prenons un exemple et faisons l'exemple suivant, qui est l'exemple qu'on avait pris à long terme, sauf que la différence, dites-moi si je vais trop vite parce que j'ai l'impression que je vais un peu accélérer là. C'est l'enthousiasme, ça, 2 semaines. Hein. Non, mais je me dis qu'en fait, là, en termes de méthode, c'est la même chose. Donc, voilà. Donc, ici, on reprend, en fait, on va faire un exemple, on reprend l'énoncé précédent. Donc, on reprend la même fonction de production que celle qu'on avait à long terme, à savoir Q est égal à grand K à la puissance 1 quart, grand L à la puissance 1 quart. On suppose encore, parce qu'on est super sympa, que les facteurs, on vous donne le prix des facteurs de production, WK égale WL égale à 1. Et puis, on vous dit aussi que le prix est égal à 16. Et ce qui change par rapport à avant, c'est quoi? Alors, je vais le mettre en jaune pour vous dire que ça change. C'est le fait qu'on est à court terme. Et qu'à court terme, eh bien, le capital n'est plus flexible, mais il est fixé. Okay, donc ici, la différence avec ce que j'ai fait avant, c'est qu'il y a une contrainte supplémentaire qui est que le capital est fixé et égal à 16. D'accord? Donc, dans ce contexte, on va résoudre le programme de maximisation directe de la firme. Alors, je vous propose qu'on le fasse ensemble encore une fois. Et après, vous l'avez bien rédigé tout ça avec des belles écritures de belles écritures sur vos slides. Et moi, je le fais façon moche avec vous. Voilà. Alors, comment je fais? Donc, programme de maximisation. En fait, je le fais pour vous montrer comment je le rédigerai moi un jour d'examen. De toute façon, c'est écrit aussi. Et puis, ça vous permet, vous, de suivre, de regarder ce que je fais sans avoir à écrire. Alors, la firme, elle maximise, on est à court terme. Elle maximise son profit qui dépend de K et de L, qui est égal à P fois Q moins WK fois K moins WL fois L. Par rapport à quoi? Par rapport à K et à L. Okay. Comme à long terme. Sauf qu'ici, elle a des contraintes qui sont lesquelles? Qui peut m'aider? La fonction de production est Q égale à 16. Voilà, exactement. Donc, grand K 1 quart, grand L 1 quart. Et puis, on a notre petite nouvelle qui est celle-là. Voilà, égale 16. C'est-à-dire qu'on est à court terme. Alors, le capital est fixé. Et puis après, si vraiment on veut être rigoureux, il faut aussi dire que L est positif et Q est positif ou nul. Mais ça, vous le vérifiez après. Si vous ne me les mettez pas, je ne vous en voudrais pas. Okay, Madame, pour oui. le même programme et sur le long terme, est-ce qu'il faut dire que le profit est toujours supérieur ou égal à 0? Avec le programme de maximisation directe, soit vous dites ça, soit vous calculez le seuil. Alors, le problème, c'est que là, vous n'avez pas la fonction de coût total. Donc, oui, vous vérifiez directement que le profit est positif quand vous produisez. OK. OK, parce qu'en fait, ici, vu que vous n'avez pas la fonction de coût total, vous n'avez pas la fonction de coût moyen. Donc, du coup, il faudrait la calculer pour calculer le seuil de fermeture ou de rentabilité. Donc, ici, il vous suffit de regarder si pour la quantité produite, le profit est supérieur à la quantité quand vous ne produisez pas. C'est suffisant. Ça revient à vérifier le seuil de rentabilité ou de fermeture quand on utilise la fonction de coût total. Okay, c'est bon? C'était clair ou pas? Oui, je ne sais plus si je suis claire à la fin. Vous avez? Oui? Pour la maximisation, on peut écrire WK fois K moins WL fois K. C'est moi qui ai fait une erreur. C'est WL fois L. Merci. C'est un L ici. Attention, alerte générale. J'ai mis un K alors que c'est un L. Merci beaucoup, Ben. Voilà. Donc ça, ce truc moche est trop gros, là. Ça s'écrit comment? En fait, ça s'écrit juste maximisation du profit qui ne va plus dépendre que de grand L, puisque je n'ai plus que du L, puisque là-dedans, j'intègre P fois. Donc, du coup, ça va faire 16 à la puissance 1 quart, grand L à la puissance 1 quart, moins, alors WK fois K, ça va faire combien? Moins 16, moins WL fois L.
Tout le monde voit ce que j'ai fait ou je suis allée trop vite? Oui, Je c'est vais, bon. je vais vous mettre un peu de fluo, regardez là. Hop. Voilà, lui, il est là. J'ai remplacé K par 16 et la fonction de production, tout ça. Ici aussi, là, j'ai fait WK, c'est 1, fois K, ça fait 16. Donc, 1 fois 16, 16. Voilà. Allez, on passe à la CPO. Vous allez voir, c'est très facile. Hein. CPO, elle me dit Madame, que oui. le WL, on ne peut pas l'enlever? Si, bien sûr. Ah, Ouais, d'accord. j'aime bien me traîner les trucs inutiles, vous savez. Moi. Voilà, et c'est encore plus joli comme ça. Il n'y a même plus de WL, c'est la fête aujourd'hui. Alors, dérivé de pi de L par rapport à N égale 0, ça donne quoi? Allez, qui peut me le dire parce que j'en ai marre de calculer. Alors, on va même, regardez, on va même simplifier les choses parce que 16 à la puissance 1 quart, ça fait 2. Donc, ça va faire 2P. Soyons fous, hein, vu qu'on en est à simplifier. Grand L à la puissance 1 quart moins grand L moins 16. Voilà. Madame, Oui. pourquoi est-ce que le P, on ne l'a pas remplacé par 16 aussi? Oui, mais oui, c'est vraiment la fête. Je ne veux pas le P, je veux me le traîner parce que je l'aime bien ce P. Alors, du coup, ça va faire 32. Voilà, parce que 16 à la puissance 1 quart, ça fait 2. P, ça vaut 16. Et du coup, ça fait 32. Ça va? Moi, j'aime bien faire les trucs dans le cas général, je crois. J'ai du mal à... Alors là, du coup, c'est facile. Alors, qui peut dériver pi de L par rapport à L? Allez-y. Ça fait combien? J'ai besoin d'aide, je ne sais plus calculer. Vous voyez, j'oublie tout. Enfin, c'est une horreur aujourd'hui. Ça fait combien? Alors, Ça fait 8L. voilà, parce Plus 1 moins 3 quarts moins 1. voilà, alors ça va faire 38. Non, on va laisser 32, c'est le GERS, c'est super le GERS. Donc on va laisser ça. 32 fois 1 quart, voilà. 2 grand L à la puissance moins 3 quarts, voilà. Alors, dérivé, ensuite, ça va faire de grand L par rapport à grand L, ça va faire moins 1. Et dérivé de 16 par rapport à grand L, ça fait 0. Donc ça fait ça fait égal à 0. Ce qui nous fait donc 8 grand L à la puissance moins 3 quarts égale 1. Ce qui nous fait grand L à la puissance moins 3 quarts égale 1 sur 8. Ce qui nous fait grand L à la puissance 3 quarts égale 8. En fait, ici, vous voyez, j'avais un moins. Je l'enlève et du coup, ça inverse. Bon. Petit détail. Du coup, ça va faire combien? Ça va faire alors 8 à la puissance 1 tiers, le tout à la 16. puissance 1 quart, ça fait 16. Merci, c'est gentil. J'avoue que j'avais la flemme de chercher. J'allais regarder le résultat directement. J'avoue tout. Donc, ça fait grand L égale 16. Donc, vous avez la quantité optimale de facteur grand L. Et du coup, quelle est la quantité totale produite, la quantité optimale? Q étoile, c'est combien? C'est K bar fois L étoile, ce qui fait 16 fois 16, ce qui fait... pardon, oups, je dis n'importe quoi. Ce qui fait, pardon, 16 à la puissance 1 quart fois 16 à la puissance 1 quart, ce qui fait 16 à la puissance 1 demi, ce qui fait bien, pardon, 4. Alors, c'est un hasard qu'on retrouve la même chose à long terme et à court terme. C'est juste par rapport à la quantité de facteurs que j'ai prise pour K. Puisque K, j'ai pris 16, donc forcément, vu que c'était déjà la quantité optimale de long terme, forcément, je retrouve que je produis pareil. Bon, c'est juste que c'était un chiffre qui tombait bien. Mais c'est un hasard ici, c'est juste le fait qu'on retrouve Q étoile égale 4 comme à long terme, c'est juste parce que j'ai imposé à court terme que la quantité de facteurs soit fixée au niveau optimal. Ce qui est un peu débile, j'avoue. Il faudrait que je change ça l'année prochaine, sinon c'est un peu... vous avez l'impression que du coup, à court terme et à long terme, elles produisent la même chose, alors que c'est juste un hasard. C'est juste le choix du K-bar qui fait ça. Donc, vous voyez comment on résout de façon directe tout ça. Donc, c'est ce qui est écrit en dessous, au-dessus en joli. Oui? Il n'y a pas une erreur sur le diapo? Pour la dérivée, là, il y a écrit 1 sur 8 fois L moins 3 quarts moins 1 est égal à 0. Et nous, on a 8 et pas 1 sur 8 fois L. Ah oui, c'est pas 1 sur 8, c'est 8 ici. Vous voyez? Je vérifie bien que non, mais c'est ça, c'est 8. Merci beaucoup. Il y a une erreur, vous voyez? Il faut toujours refaire les choses. Voilà. OK. De toute façon, il y a une erreur, puisqu'après, on voit bien que
Ok, c'est bon ou pas? Merci beaucoup. Donc ici, faites attention, ouais, il y a une petite erreur, enfin une grossière erreur même dans la diapo. Ici, c'est pas 1 sur 8, c'est 8. Voilà. Comme quoi, j'ai bien fait de le refaire. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Alors, si vous avez compris, comment est-ce qu'on pourrait retrouver exactement ces quantités-là et cette quantité optimale-là? En faisant quoi? En résolvant le programme? Dual à court terme, non? Oui, c'est ça. Merci. J'ai cru que j'allais entendre un ouais, c'est en résolvant le programme dual, enfin genre une sorte de fête énorme pour me dire ça. Et puis j'ai entendu une voix. Heureusement, c'est déjà pas mal, j'aurais pu ne rien entendre. Allez. Donc ici, effectivement, autre façon de résoudre le programme, c'est-à-dire de trouver grand L étoile, K étoile et Q étoile. Alors, on ne l'a pas fait parce que vous allez le voir en TD, mais je vous conseille, vous, d'essayer de le faire. Alors, je m'étais amusée, moi, à le faire. Hop, je ne sais plus. Ouais, ben non, je ne l'ai pas. C'est pas là que je l'ai écrit. Il me semblait que j'avais essayé de m'amuser à le faire. Je m'éclate. Ouais, donc en fait ici, comment vous allez faire? Donc vous pouvez essayer de refaire le programme cette fois-ci, enfin de retrouver, de recalculer Q étoile, L étoile et tout ça, mais cette fois-ci en faisant avec le dual. Donc première étape, ici, voilà, je minimise le coût, c'est-à-dire qu'en fait, je détermine la fonction de coût total de court terme. Et normalement, moi j'ai trouvé, je crois que c'est ça, vous devriez trouver un truc du style Q à la puissance 4, Q sur 2, le tout à la puissance 4, plus 16. Voilà. Une fois que vous avez votre fonction de coût total, vous maximisez votre profit, okay, et vous obtenez hop, la quantité optimale, c'est-à-dire Q étoile. Donc, vous refaites exactement la même chose et normalement, si tout va bien, vous devriez retrouver quoi? Q étoile égale 4 et vous devriez retrouver grand L étoile égale combien? 16. Donc ça, je vous laisse le soin de le faire tout seul. Et si vous n'y arrivez pas, vous me dites « Ah, madame, j'y arrive pas ». Et voilà. Mais normalement, vous allez le faire en TD. Donc, ça ne sert à rien que je refasse. Vous allez le faire dans le TD numéro 3. C'est bon? Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est que pour trouver les quantités optimales de facteurs et la quantité optimale produite, il y a deux façons de faire. Soit le programme de maximisation directe du profit, soit le problème dual qui se résout en deux étapes. Première étape, je calcule la fonction de coût total. Deuxième étape, je trouve la quantité Q qui maximise le profit, étant donné la fonction de coût total que j'ai trouvée à l'étape numéro 1. Ouais, bravo. Allez, ça va? Ne vous inquiétez pas, on va commencer un nouveau chapitre. C'est comme une Ça nouvelle va, saison. Eh ben oui, moi ça va bien, oui, je fatigue un peu, mais voilà, ça va bien. Non, ça va. Alors, ce que vous avez vu et ce que vous devez savoir, c'est qu'en CPP, l'entreprise, elle est preneuse de prix. Okay, donc, ça veut dire que son seul choix porte sur les quantités. S'il y a quelqu'un qui me dit qu'elle choisit son prix en CPP, gare à lui, hein, ou gare à elle, c'est pareil. Hein. Alors, ça, c'est la première chose. Donc, en CPP, les firmes ne peuvent choisir que la quantité produite au prix du marché. Et elles peuvent uniquement choisir les quantités, bien sûr, de facteurs au prix du marché des facteurs également. Donc, l'entreprise choisit comment sa quantité? Elle l'a choisit de façon à maximiser son profit, étant donné sa fonction de coût total, ou bien elle peut aussi directement choisir les quantités de facteurs pour obtenir la quantité qui maximise son profit. Bon, on a aussi appris à calculer la fonction d'offre individuelle et on a vu que la fonction d'offre individuelle inverse, ce n'était rien d'autre que le coût marginal de la firme, la partie croissante. Et puis, on a vu aussi un truc important, c'est qu'une entreprise n'avait pas toujours intérêt à produire, qu'il fallait faire attention au seuil de fermeture et de seuil de rentabilité. Et bien sûr, avoir intérêt ou pas à produire, cela dépend de l'horizon temporel que l'on considère. Voilà ce qu'on a vu. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant, chapitre numéro 4? Attention, maintenant qu'on a appris à calculer la fonction d'offre individuelle d'une firme, à savoir combien chaque firme allait offrir ou mettre sur le marché, étant donné le prix du marché, eh bien, on va voir maintenant comment on représente un marché. Ça y est, c'est la fin. On a rempli la caisse à outils, on peut s'éclater. Donc maintenant, on va voir comment on représente un marché. On va voir que pour représenter un marché, il nous faut une fonction de demande et une fonction d'offre. Donc, on va voir comment est-ce qu'on calcule une fonction d'offre du marché, puisqu'on a appris à calculer la fonction d'offre d'une firme, mais comment est-ce qu'on fait pour calculer la fonction d'offre du marché, qu'on appellera offre agrégée.
Ça, on le verra à court terme et à long terme. Ça nous permettra de voir comment on détermine l'équilibre de court terme et de long terme. Et puis, une fois qu'on aura déterminé la façon dont on calcule un équilibre, eh bien, on verra comment on mesure les gains à l'échange. Et pour mesurer les gains à l'échange, on utilise ce qu'on appelle la notion de surplus. Donc, en plus du surplus de producteurs que nous avons déjà vu, nous verrons une notion de surplus des consommateurs et de surplus total. Et puis, dernière, là c'est le feu d'artifice, c'est le bouquet final, nous verrons que le surplus total est maximisé à l'équilibre concurrentiel. Waouh, c'est beau, hein? C'est tout ce qu'on a à faire en 1 semaine et demie, je ne vous dis pas. En presque 3 séances, ça va être chaud, mais on va y arriver. Et puis si on n'y arrive pas, c'est pas grave, hein. On fera ce qu'on pourra. Allez, nouveau chapitre, c'est beau. Ça donne plein d'espoir, les nouveaux chapitres, ça je vous l'ai déjà dit. Allez, on y va. Il faut juste que j'arrive à fermer mon truc là. Hop. Hop. Alors, je vous laisse aller le chercher. Je l'ai mis sur Moodle. Désolée, il y avait peut-être des trucs dans la discussion. Ce qu'on va finir. J'ai vu qu'il y avait des questions, mais je les vois que maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas. Désolée pour la discussion. Et si je n'ai pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à me le dire pour ceux qui m'ont parlé dans le chat. Attacher les ceintures prêts pour le décollage, exactement. Voilà, c'est parti, dernier chapitre. Est-ce qu'on va le finir? Comme je vous l'ai dit, j'en sais rien. Si on ne le finit pas, on ne le finit pas. Et puis voilà. Vous le verrez l'année prochaine, au début du chapitre. On refait en fait un petit peu ça au début de la micro 2 en L2 pour ceux qui resteront chez nous l'année prochaine. Madame, Oui, pour le CC, du coup, il n'y est pas le chapitre 4. bien sûr Non. qu'il y sera. Mais si on ne le finit pas, il y a un problème, non? Bah ouais, mais il y aura quand même ce qu'on aura vu. Ok, en Ok. gros, on s'arrête là où... Là où on s'arrête, voilà, exactement. Ouais, Je suis ok. pas, voilà. Donc on verra où on s'arrête. Mais bon, enfin, je veux dire, il n'est pas si long que ça, hein, le chapitre 4. Bien qu'il y ait beaucoup de slides, en fait, il y a beaucoup de blablabla. Il n'y a pas grand-chose de difficile, donc il n'y a pas énormément de calculs, contrairement au chapitre précédent. Bon, là, j'ai un petit peu pas centré là. Hein. Il va falloir que cette page de présentation est absolument moche. Bon, ce n'est pas grave. Chapitre 4, l'équilibre sur un marché concurrentiel. Comme son nom l'indique, on va s'intéresser à l'équilibre. Donc, comme nous venons de le voir, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est... Madame, Oui. on est d'accord, le chapitre 3, du coup, il se résume à ce qu'on vient de voir. Ah bah oui. Genre, c'est la totalité. Enfin, c'est l'élément principal du chapitre 3. Enfin, il y a plein d'éléments importants dans le chapitre 3. C'est le programme de maximisation. Comment est-ce qu'on calcule la quantité optimale de biens? Comment est-ce qu'on calcule la quantité qu'on va produire? Comment est-ce qu'on détermine les seuils de fermeture, seuils de rentabilité? Comment on écrit une fonction d'offre individuelle? Et montrer qu'il est équivalent de maximiser le profit directement par rapport à K et à L ou de résoudre le programme dual. En gros. D'accord, merci. Voilà, de rien. Allez, je bois un peu parce que là, on attaque. Alors, donc, ce qu'on a vu, notamment aussi dans le chapitre 3, c'est la fonction d'offre individuelle qui nous donne pour chaque niveau de prix la quantité que la firme va produire. Ou de façon équivalente, elle me donne pour chaque unité que je produis le prix minimum à partir duquel j'accepte de vendre cette unité. On peut le voir de deux façons différentes. Donc, à partir de cette offre individuelle, on va construire l'offre, la fonction d'offre agrégée, ou de l'industrie, parfois on dira offre du marché, offre globale, tout ça c'est équivalent. Et pourquoi on va faire ça? Parce que pour déterminer l'équilibre sur le marché, on a besoin de l'offre globale, c'est-à-dire de l'offre agrégée, c'est-à-dire de l'offre de l'ensemble des firmes présentes sur le marché. Donc on va apprendre à déterminer, à calculer une fonction d'offre à court terme et à long terme en concurrence pure et parfaite. Une fois qu'on aura fait ça, on regardera comment est-ce qu'on mesure les gains à l'échange. Donc tout ça, je viens de vous le dire. Alors, on va attaquer directement par l'équilibre sur un marché concurrentiel. Alors, vous voyez, comme quand je vous disais que ça allait aller vite, c'est que le début, c'est vraiment du blabla, du rappel. Alors, un marché, au cas où, une petite définition, parce que parfois, on ne sait pas le définir. Alors, un marché, c'est un lieu de rencontre entre des gens qui veulent vendre du bien, qu'on va appeler les offreurs, et des gens qui veulent en acheter, qu'on va appeler des acheteurs. Les acheteurs constituent la demande du marché, les vendeurs constituent l'offre du marché. Donc, quel est le rôle des marchés? En fait, le rôle des marchés, bien sûr, c'est de permettre l'échange entre les agents qui veulent acheter et les agents qui veulent vendre.
Et c'est bien sûr de déterminer le prix auquel les biens seront échangés et quelle sera la quantité échangée. Alors, le processus de détermination des prix va dépendre de la structure de marché qu'on considère. Alors, on pourrait considérer plusieurs structures, un monopole, un oligopole, etc. Nous, on va juste considérer un marché en concurrence pure et parfaite, comme on l'a fait dans le chapitre 3. Donc, CPP, ça veut dire qu'on a atomicité des agents, des produits homogènes qui sont vendus, on a une information parfaite et il n'y a pas de barrière à l'entrée ou à la sortie. Voilà. Par ailleurs, on suppose qu'il n'y a pas d'intervention de l'État, parce que l'État, même sur des marchés concurrentiels, il peut intervenir en taxant les biens, en imposant des quotas, en imposant des prix plafonds, en imposant des prix planchers. Là, il n'intervient pas. Il laisse le marché faire. Il ne l'influence pas. On a ensuite des consommateurs qui choisissent la quantité de biens qu'ils consomment, qu'ils vont acheter, en fonction de leur intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, leur fonction de demande découle de la maximisation de leur utilité. Alors, vous n'avez pas encore appris à faire ça. Ça, c'est le programme du chapitre du semestre 3, c'est-à-dire du premier semestre de L2. Donc ça, comment est-ce qu'on construit une fonction de demande? Vous verrez comment on fait. C'est juste à partir du programme de maximisation de l'utilité. C'est un petit peu la même chose en fait qu'une firme. Les consommateurs, au lieu de maximiser leur profit, elles vont maximiser leur satisfaction, la satisfaction qu'elles retirent de la consommation en fait du bien. Donc, c'est une sorte de fonction de profit, mais du consommateur. On appelle ça une fonction d'utilité. Donc, il va maximiser sa fonction d'utilité. Et à partir de ça, il va déterminer les quantités de facteurs qui maximisent sa satisfaction. Alors, oui, en CPP, on peut avoir aussi l'hypothèse, je réponds au chat, de mobilité parfaite des capitaux. Ici, des facteurs, alors des capitaux, c'est-à-dire des facteurs de production, en fait, ici. Je suppose en fait que toutes les hypothèses valables pour le bien produit sont également valables pour les facteurs de production. Et on suppose donc qu'ils sont aussi parfaitement mobiles. Okay, si vous voulez, mais ici, on ne s'en sert pas trop de cette hypothèse. C'est pour ça que je ne l'ai pas mise, mais vous pouvez la rajouter si ça vous fait plaisir. Il n'y a aucun problème. Voilà. Je répondais à une question du chat. Alors, du coup, donc les consommateurs, donc côté demande, on va considérer qu'elle est donnée, cette demande. On ne va pas regarder comment elle est construite. Nous, on va juste regarder pour ce semestre comment on construit la fonction d'offre. Et puis, l'année prochaine, vous pourrez voir comment on construit la fonction de demande. Donc, les producteurs, eux, ils décident de la quantité de biens qu'ils vont mettre sur le marché. Comment? Ils maximisent quoi? Ils maximisent leur profit individuel. Donc, chacun va se dire, tiens, moi, je vais mettre ça sur le marché, ça maximise mon profit. Et en fait, le marché, il est composé de plein d'entreprises différentes ou identiques. Tout est possible. Donc, nous, on voudrait savoir non pas quelle est la quantité offerte par une firme, mais par l'ensemble des firmes sur le marché pour différents niveaux de prix. Donc, c'est ce qu'on va apprendre à faire, construire la fonction d'offre. Sur notre marché, les consommateurs et les producteurs sont preneurs de prix parce qu'on est en CPP. Donc, ça veut dire qu'individuellement, ils n'ont aucun effet sur le prix. Donc, le prix ne peut pas être manipulé. La seule chose que nos agents peuvent choisir, c'est ce qu'ils vont consommer ou acheter. Enfin, c'est ce qu'ils vont vendre, ou consommer. Voilà pour les hypothèses que nous avons retenues pour notre marché. Donc, bien sûr, tous les résultats que nous allons voir sont valables sous les hypothèses que nous avons posées. Sous d'autres hypothèses, on pourrait avoir des choses différentes. Alors, juste quand même une petite définition pour qu'on soit d'accord sur le vocabulaire que l'on emploie. Alors, qu'est-ce que j'entends par fonction de demande agrégée? C'est très facile. La fonction de demande agrégée, elle donne pour chaque niveau de prix la quantité demandée par les acheteurs, par l'ensemble des acheteurs du marché. Puisqu'ici, agrégé, ça veut dire sommé. C'est l'ensemble, c'est tout le marché. Donc, en fait, c'est facile. Cette demande, elle va me dire, tiens, donc la demande, c'est j'exprime Q en fonction de P. J'ai mis D pour demande. Si vous ne le mettez pas, ce n'est pas grave. Parce qu'on peut aussi avoir QS de P. Ce sera la fonction d'offre. S, c'est pour supply. Parce qu'en anglais, offre, ça se dit supply. Alors, la quantité demandée, c'est quoi? Donc ici, ça me dit, alors, elle est croissante ou décroissante? Bon, vous voyez qu'elle est décroissante, mais pourquoi elle est décroissante, la quantité demandée? Quand le prix augmente, la quantité demandée diminue, pourquoi? Je ne sais pas, si le prix des pâtes augmente, vous en consommez plus ou vous en consommez moins? Plus c'est cher, moins on consomme. Voilà, alors pour un bien normal,
parce qu'il y a quand même des biens exceptionnels pour lesquels ça ne marche pas. Mais en gros, normalement, pour un bien normal, plus le bien est cher, moins on en consomme. Okay. Donc ici, regardez, comment est-ce que j'interprète ma fonction de demande? Eh bien, la fonction de demande, elle me dit que si le prix est P0, au total, la quantité de biens demandée sur ce marché, ou achetée, ce sera demandée sur le marché, pardon, pas acheté. La quantité demandée sur le marché, ce sera Q0. Si le prix, au contraire, est P1, la quantité demandée sur le marché, c'est Q1. Vous voyez, donc en fait, la demande, elle me donne pour chaque niveau de prix la quantité demandée par l'ensemble des individus sur le marché. Prenons un petit exemple. Vous voyez, on y va tranquille. Alors, nous, principalement, ce qu'on va considérer cette année et même l'année prochaine, quand vous serez en L2, en tout cas en micro 4, micro 3, c'est pas moi qui fais le cours, donc là, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, en micro 4, on considérera uniquement ce qu'on appelle des demandes linéaires. Qu'est-ce qu'on appelle par demande linéaire? Ce sont des demandes qui sont de la forme A moins BP. Okay, c'est linéaire. Alors, par exemple, une demande linéaire, c'est la suivante. Je vous dis QD de P est égal à 100 moins de P. Si je vous disais représenter graphiquement cette fonction de demande, comment vous feriez? Bon, déjà, vous repérez que c'est une demande qui est linéaire. Et une droite, elle est définie par combien de points? 2 points. 2 points. Donc, du coup, vous calculez 2 points et paf, vous tracez. Alors, moi, je prends toujours les points les plus simples à calculer. Donc, premier point que je vais calculer, je vais me dire, bah, tiens, combien vaut QD quand P vaut 0? Alors, si P est égal à 0, eh bien, QD de 0, ça vaut combien? 100. Ça vaut 100. Ben, je regarde, hop, quand P vaut 0, la quantité vaut 100. Ça me fait un premier point ici. Vous voyez? Facile. C'est ce qui est écrit ici. Si P est égal à 0, la quantité demandée par l'ensemble des acheteurs est de 100 unités. 100 unités, ce sera la quantité maximale qui pourra être vendue sur ce marché, en tout cas qui sera demandée sur ce marché. Au-delà, les consommateurs ne consommeront pas plus de 100 unités. Okay. Donc, la quantité maximale consommée ou demandée sur ce marché, c'est 100. Okay. Voilà. Ils ne consommeront pas plus. Deuxième point, je vais regarder pour quelle valeur la demande est nulle. Okay. Donc ici, je me dis QD de P égale 0 si 100 moins 2P égale 0, c'est-à-dire si P est égal à 2P égale 100, c'est-à-dire si P est égal à 50. Voilà. Quand est-ce que la demande est nulle? Eh bien, quand P est égal à 50. Donc, Q vaut 0 quand P est égal à 50. Et ici, j'obtiens mon deuxième point et je trace. Donc, ça veut dire qu'ici, le prix maximum que les consommateurs sont prêts à payer, c'est 50. Vous voyez que si le prix est supérieur à 50, en toute rigueur, il aurait fallu continuer la demande à la tracer comme ça. Quand P est supérieur à 50, combien vont consommer les agents? Ils vont consommer 0, parce que le bien est devenu trop cher et que par rapport à l'utilité que le bien leur apporte, ils préfèrent ne pas consommer le bien parce qu'il est trop cher. Donc, en toute rigueur, vous voyez, ici, on aurait dû poursuivre la demande comme ceci. Mais bon, en général, on occulte ce bout-là et on trace juste la droite. Okay. Donc ici, je viens de tracer ma fonction de demande. Alors, juste pour l'interprétation, si je vous dis quelle sera la quantité demandée sur ce marché quand P est égal à 20, comment vous faites pour le calculer? Je dis P égale 20, dites-moi quelle est la quantité demandée sur ce marché. Eh bien, vous calculez quoi? QD de 20. C'est tout. Donc, ça fait quoi? Ça fait 100 moins 2 fois 20, c'est-à-dire 100 moins 40, ce qui fait 60. Vous avez le 60 qui est ici. OK? C'est tout. Donc, par exemple, si P égale 20, la quantité demandée par l'ensemble des acheteurs est de 60 unités. Pour voir si vous avez compris. Si vous prenez Q égale 40, ici, qui peut me dire combien va être demandé pour 40? Au prix 40, combien d'unités sont demandées sur ce marché? 20 unités. 20.
Voilà, puisque ça fait 100 moins 2 fois 40, ce qui fait 100 moins 80, ce qui fait 20. Et du coup, ici, vous savez que vous avez 20. Vous voyez, donc la demande, elle me donne pour l'ensemble des prix du marché la quantité demandée par les firmes. Bon. La demande, comme ça, on l'utilise rarement. Ce qu'on préfère utiliser, c'est la demande inverse. Et comme on est un peu chiant en économie, la demande inverse, on l'appellera aussi demande, parce que c'est la même relation. Ça, je vous le dirai plus tard. Donc ça, c'était pour l'interprétation de la demande. Alors maintenant, la demande agrégée inverse, mais bon, qu'on appellera demande aussi. Vous vous en doutez, parce qu'en fait, quand on représente les trucs dans un sens ou dans un autre, c'est pareil. Oh, pourquoi j'ai mis 90 là, que c'est pas bien ça? Il y a une erreur dans ce slide-là. Ici, hop, désolé. Oups, ici, c'est QP20. Ah oui, je n'ai pas pris le même, c'est nul. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors là, on va le faire après. La demande agrégée inverse, c'est quoi? C'est juste l'inverse de la demande, en fait, hein, vous vous en doutez. Donc, en gros, la demande agrégée inverse donne pour chaque quantité le prix maximum que les consommateurs sont prêts à payer pour acquérir la Q-ième unité. C'est la disposition marginale à payer en Q. Alors ça, elle est super importante, elle. Donc, P de Q, en fait, ce truc-là, c'est la demande inverse, mais ce n'est rien d'autre que la disposition marginale à payer. Okay. Alors, comment est-ce que je calcule P de Q? Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait les choses comme ça? C'est que c'est ma faute. 100 moins de P, et ouais. Bon, mais c'est pas grave. Alors, regardez ce que je vais faire. C'est nul, mais j'ai pas fait attention en fait. J'ai changé les chiffres pour le premier, mais pas pour le second. C'est de ma faute. Hop. Alors, vous allez rajouter un petit slide. Hop, ici. Et puis, je vais calculer la demande inverse associée à cette fonction-là. Hop, allez, on le fait ensemble. Donc ici, j'ai, au lieu d'avoir P, ici j'ai Q et ici j'ai P. Donc en gros, si j'ai QD de P qui vaut, comment on l'a mis, c'est ici qui vaut 100 moins de P. Ok, j'ai QD de P qui est égal à 100 moins de P. Qui peut me dire combien va la demande inverse? Q moins 50. Alors ça équivaut à ce que, alors Q égale 100 moins 2P, si vous voulez, vous pouvez l'écrire comme ça. Hein. Ce qui équivaut à ce que 2P égale 100 moins Q. Grand. Hop, voilà. Ce qui équivaut à ce que P égale 50 moins grand Q sur 2. Donc ça, en fait, c'est ce que j'appelle P de grand Q, et ça, c'est ce que j'appelle la demande inverse. Vous voyez ou pas? C'est la même relation, sauf que au lieu d'exprimer Q en fonction de P, j'exprime P en fonction de Q. Mais sinon, c'est tout pareil. J'ai juste inversé ma fonction. Dites-moi si vous ne comprenez pas ça, parce que ça, c'est fondamental. Si là, vous ne comprenez pas, après, vous allez... Ça va être terrible pour vous. Ça va? Oui? Je ne vous ai pas perdu. Oui. Mais c'est nickel. Ouf, j'ai entendu le son très fort. Alors ici, est-ce que j'ai besoin de m'embêter, vu que j'ai calculé les chiffres ici? Ben là, je vais retrouver 50 et ici, je vais retrouver 100. J'ai juste fait tourner mon graphique, mais sinon, c'est la même chose. On est d'accord? Alors, ce qui ne va pas être pareil, c'est l'interprétation, tout à fait. Donc ici, si je prends Q égale, P égale 20, ça veut dire que Q vaut combien? On l'a calculé tout à l'heure. Q vaut 60. Exactement. Alors, comment est-ce que j'interprète ça? Eh bien, ça, ici, ça veut dire quoi? Ce bâtonnet-là, en fait, il me dit que sur le marché, les consommateurs, pour acquérir la 60e unité, ils sont prêts à la payer combien au maximum? 20. Donc, la demande inverse ici me dit que au maximum, les consommateurs, ils sont prêts à acquérir la 60e unité au prix de 20. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les consommateurs sont prêts à payer la 20e unité au maximum. Okay. Combien? C'est la 60e unité, madame. La 60e, merci. Oups, la 60e unité au maximum,
20 €. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la disposition marginale à payer. Je suis prête à payer au maximum 20 €. Madame, on l'appelle pas aussi la PPA? Si, et ce que je vais répondre, c'est aussi ce qu'on appelle la propension marginale à consommer, c'est pareil. Ok, donc 20, en fait, P de 20 ici. Donc P de 60, c'est égal à 20. Et c'est donc le prix de réserve ou la disposition marginale à payer de la 60e unité. À ne pas confondre avec quoi? Avec la disposition totale à payer, qui me donnerait le prix maximum que je suis prête à payer, non pas pour une unité, mais non pas pour la 60e unité, mais pour 60 unités. Donc, la disposition marginale à payer, elle me dit, ben, j'ai déjà consommé 59 pizzas. Comme si après avoir déjà demandé 59 pizzas, eh bien, ça me dit que la 60e pizza, je suis prête à rajouter 20 € pour l'avoir. Par contre, si je vous disais combien je suis prête à acheter 60 pizzas au total, est-ce que vous me répondriez 20? Non. Non, pour acheter 60 pizzas au total, je serais prête à acheter celle-là à ce prix-là, celle-là à ce prix-là, plus ça, 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 plus ça. Donc, la disposition totale à payer pour 60 pizzas, ce serait quoi au final? L'air du qui est ici. parallélogramme. Exactement. Donc, en fait, à ne pas confondre avec ce qu'on verra, on le verra hein, ça plus tard, avec ça qui est la disposition totale à payer, c'est l'air, pour 60. Et ça, c'est le segment, c'est la disposition marginale à payer, la 60e unité. Vous voyez, c'est différent. Et vous verrez qu'en fait, ce qui reste au consommateur, finalement, ce qu'on appellera surplus du consommateur, c'est ce qu'ils étaient prêts à payer pour avoir ces 60 pizzas, moins quoi? Moins ce qu'ils paient effectivement. Et ce qu'ils paient effectivement sur le marché, si la pizza se vend à 20 € par exemple, qu'il en consomme 60, c'est tout ça. Donc plus tard, vous verrez que le surplus des consommateurs, ce sera défini par ce truc-là. Ça, on y reviendra. Si déjà vous le savez maintenant, c'est déjà toujours ça de gagner pour la suite. Est-ce que ça va ou pas pour la disposition marginale à payer? Madame, Oui, c'est oui. plutôt, c'est pas l'inverse. Le surplus des consommateurs, il est au-dessus. Oui, le Non? surplus des consommateurs, c'est ce que je vous ai dit. Le surplus des consommateurs, ce sera tout ça. Ok, d'accord. Voilà, plus tard. Ce sera ce que j'étais prête à payer pour avoir mes 60 unités, ce que je paie réellement. OK? Bon, mais ça, on y viendra plus tard. Alors là, ici, je vous donne un autre exemple. Pour ça que... Donc là, ici, je n'ai pas été futée là, mais je n'ai pas fait exprès. Autre exemple de demande inverse. On va voir comme ça si vous avez compris. Alors, si la demande inverse, au contraire, c'est pas... Si maintenant, je vous dis que c'est 100 moins Q sur 2, je vous donne directement la demande inverse. Quand Q est égal à 20, pour Q égale 20, quelle est la disposition marginale à payer? Comment je fais pour connaître la disposition marginale à payer pour 20 unités, pour la 20e unité? C'est 90. Voilà, il me suffit de calculer P de 20. P de 20, c'est 100 moins 20 sur 2, c'est-à-dire 90. Donc ici, 90, c'est la disposition marginale à payer pour la 20e unité, c'est-à-dire qu'au maximum, les consommateurs sont prêts à payer 90 € pour acquérir la 20e unité. Okay. Ça va pour cette disposition marginale à payer? Donc, c'est très important la demande inverse. Alors, remarque importante. La demande agrégée et la demande agrégée inverse représentent la même relation entre Q et P. Vous êtes d'accord ou pas? On a vu que ici, regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a vu ici, en fait, que... Hop. Regardez. C'est là. Quand je vous donne la demande, d'accord, j'inverse la fonction pour obtenir la demande inverse. Donc, en fait, c'est la même relation, sauf que dans un cas, j'exprime Q en fonction de P, et dans l'autre, j'exprime P en fonction de Q. OK? Alors, ici, je représente la même chose. Vous êtes d'accord qu'ici aussi, si je représente les choses comme ceci, dans le plan PQ, et qu'ici, je reprends mon truc 20 et 60. Vous êtes d'accord que je peux dire que le prix maximum pour acquérir la 60e unité, c'est 20. Mais je peux aussi dire que quand P est égal à 20, les consommateurs consomment 60 unités. Donc, je peux interpréter ça dans les deux sens. Après, c'est juste une représentation graphique.
ok, dans un plan différent. Mais dans les deux cas, je représente la demande. Ok. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que je parle de P de Q ou de Q de P, dans les deux cas, je dirais que je représente la demande. Parfois, je le préciserai, parfois pas. Ok. Donc, c'est un petit abus de langage, c'est ce que je vous disais. Par abus de langage, on appelle indifféremment demande la fonction de demande et la fonction de demande inverse parce que c'est la même relation. Et en général, les économistes représentent la fonction de demande inverse. C'est rare qu'on utilise la fonction de demande parce que l'interprétation de la demande inverse est beaucoup plus intéressante pour nous. Voilà pour aujourd'hui. Alors, je vous suggère de relire le début là, du cours. Si vous voulez, vous pouvez vous avancer aussi en essayant de lire la suite. Comme ça, vous gagnerez du temps. Ok, ce sera plus facile à comprendre. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis je réponds à vos questions si vous en avez. Et je vous dis à demain. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au Merci, revoir. au revoir. Merci, au revoir. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame. Pour le deuxième CC du 27 mars, le programme de révision, ça sera que ce qu'on a fait à partir du chapitre, ça sera aussi le chapitre 1 et 2. Ça a été aussi, c'est Tout. En fait, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, jusqu'au moment où on s'arrêtera. Mais vu qu'on aura fini les cours, ce sera tout. Voilà. D'accord. Ok. De rien. Y a-t-il d'autres questions? Madame, par rapport aux notes, on les retrouve